Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à ce colloque sur les victimes de l'été 1944 en Bretagne. Alors, malheureusement, je ne peux pas être présent physiquement à l'Université de Bretagne occidentale pendant le déroulé du colloque, mais j'ai vu donc avec Christian Boujard et Sébastien Carnet ce moyen-là est un moyen pratique pour pouvoir malgré tout être présent et puis dire quelques mots sur un sujet que je connais un peu depuis au moins une trentaine d'années, c'est les événements de l'été 1944 à Saint-Paul-de-Léon. Alors je vais en une vingtaine de minutes, je pense, pouvoir vous dire quelques éléments. Peut-être que le titre est surprenant, un sentiment de culpabilité permanent. J'y ai pensé parce que, en fin de compte, c'était une approche que je n'avais pas forcément étant jeune, mais qui s'est développée notamment en rencontrant beaucoup de témoins et des membres de famille. Et pour moi, ma vision des victimes de T44, c'est bien évidemment les résistants et les victimes civiles, mais c'est aussi tous les membres de leur famille, et notamment les veuves, les orphelins qui ont dû survivre après la guerre, et cette approche pour moi était intéressante. Donc nous allons parler en quelques mots évidemment des faits, de ce qui s'est passé à Saint-Paul-de-Léon, mais je m'attarderai un petit peu sur le ressenti et peut-être même des éléments assez surprenants qui se sont déroulés après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et la libération de la parole actuellement est assez intéressante parce qu'on peut dire beaucoup plus de choses, on peut faire beaucoup plus de choses. Et c'est intéressant de pouvoir l'aborder dans ce colloque, me semble-t-il. Moi, je suis le petit-fils d'un résistant, Jean Graal, qui a été arrêté à notre domicile en 1944 et qui a été fusillé le 6 juillet 1944 à Pontagnoux avec ses autres camarades de résistance. Et ça, je l'ai vécu par ricochet, j'allais dire, de manière assez intense, vu que mon père était son fils unique et qu'on vivait dans la maison où il lui-même avait vécu. Donc je vivais même dans la chambre, ma chambre était la sienne 25 ans plus tôt. Et donc j'étais toujours attaché à ce personnage un peu emblématique de la famille, une sorte de héros méconnu, mais surtout je sentais comme une honte. Ces médailles n'étaient pas exposées, elles étaient dans le secrétaire de mon arrière-grand-mère. Il n'y avait qu'une photo de lui, mais aucun rappel de son engagement dans la résistance. Et quand je parlais à mon père de son père, que je voulais avoir des éléments, invariablement, mon père était très ému, se rappelait l'arrestation par les membres du SD et la Gestapo de son père, et ça le mettait dans un état de tristesse, de grande tristesse et d'impossibilité de parole, qui m'a certainement poussé à faire mes études d'histoire pour ce sujet-là. Donc j'ai préparé mes recherches et qui ont abouti en 1996 sur un premier livre sur la tragédie de l'été 44 à Saint-Paul-de-Léon. Et 14 ans plus tard, j'avais eu beaucoup d'archives après cette première publication. Et donc j'ai publié en 2010 la suite donc de l'arrestation de la rafle des résistants à l'arrestation au massacre des civils, pardon. Donc c'était cette partie-là qui m'intéressait le plus. C'est un sujet dense. En fait, c'est Saint-Paul-de-Léon, comme beaucoup de communes, a connu au cours de la libération des événements tragiques qui auraient dû être heureux mais qui sont devenus tragiques. Et comme il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs avec ce qui s'est passé à Penguérec, même si c'est la Kriegsmarine qui a fait les exactions à Penguérec, mais il y a des motifs un peu identiques, peut-être de maladresse même de la part de la population, qui ont conduit à des massacres terribles, avec un élément supplémentaire à Saint-Paul-de-Léon, comme je le disais, c'est l'arrestation des résistants. Donc un groupe de résistants qui est un énorme groupe de résistants, qui est raflé, du 26 au 29 juin 1944, 18 personnes, et pas n'importe qui dans la commune, que des gens du centre-ville de Saint-Paul-de-Léon, des personnalités aussi variées que le directeur d'école publique, mais aussi l'un des vicaires de la cathédrale, le pharmacien de la Grand-Rue, l'un des pharmaciens de la Grand-Rue, qui est d'ailleurs le chef de la résistance, Joseph Trévidic, mais également deux médecins, des artisans, des commerçants, bref, des gens que l'on croise tous les jours. Et ces 18 hommes qui sont arrêtés du 26 au 29 juin 1944, il y a une arrestation d'abord de Trévidic le 26, les 15 autres arrêtés le 27, et les deux derniers arrêtés le 29. Donc ils sont conduits tout d'abord à Morlaix. Ensuite, ils sont transférés le 1er juillet 1944
à Pontaignoux, il reste une semaine, et là l'ordre vient, semble-t-il, de Rennes, de leur exécution, et ils sont conduits sur le plateau du Bougain, sur le champ de tir du plateau du Bougain, et là ils sont exécutés sommairement, enterrés à la hâte, et donc les Allemands voulaient faire en sorte qu'ils disparaissent. Et pour les familles, eh bien, qui n'ont pas la certitude, bien évidemment, que ces hommes-là ont été fusillés, eh bien, commence un long travail de recherche et qui est assez exténuant et surtout très difficile à vivre. Et les actualités judiciaires que l'on peut voir actuellement avec des disparitions de personnes ramènent à ces événements-là et puis surtout ce doute de savoir est-ce qu'ils sont encore en vie et notamment des erreurs dans certains registres, même de déportation, qui attestent de l'arrivée de certains membres du groupe dans certains camps de concentration, et ou certains qui attestent les avoir vus à Compiègne. Bref, un mélange un peu compliqué, et surtout, là aussi, quelque chose de très délicat, une dénonciation. La première arrestation est suite à une dénonciation, et qui va faire couler beaucoup d'encre, puisqu'on pense qu'elle est interne à la résistance. Sans en avoir la preuve, des gens sont interrogés à la Libération, et donnent d'autres versions, bien évidemment, accusent d'autres personnes, bref, c'est vraiment très, très compliqué. Mais cette arrestation des 18 hommes du réseau Century ECM, tel qu'il a été après appelé, pour résumer, parce que je pense qu'il y avait d'autres résistants, des résistants de ce groupe qui faisaient partie d'autres réseaux ou mouvements, mais bon, peu importe, c'est le terme réseau Century de l'OCM, donc en fait qui a été retenu. Et ces résistants, s'ils avaient été présents à Saint-Paul le 4 août 1944, je pense qu'ils auraient pu influer sur les événements. D'autant plus que, il faut le savoir, la population n'a pas d'information, n'a pas de radio, donc ne sait pas où en est l'avancée des troupes alliées. Le débarquement a eu lieu il y a presque 2 mois, le 6 juin 1944, et là on est au 4 août 1944. Bref, on entend dire que les Américains sont approches de Morlaix. Ils sont effectivement à Rennes, mais la rumeur veut les faire croire qu'ils sont à Morlaix. Et là, il y a une rumeur folle qui circule dans la ville de Saint-Paul-de-Léon, c'est que on dit que le groupe de résistants arrêtés donc un peu plus d'1 mois plus tôt, arrive à pied, avec en tête l'abbé Tanguy, le vicaire de la commune qui a été arrêté donc le 27 juin 1944, et qui aurait un drapeau français qui viendrait à pied. Donc les épouses de certains des membres viennent se rendre compte d'elles-mêmes si les hommes sont bien arrivés à Saint-Paul-de-Léon et que ce qu'on leur dit est vrai. Évidemment, c'est faux. Ils sont morts depuis presque 1 mois au moment du 4 août, mais ça, peu de gens le savent encore, à part au moins du côté allemand, certains sans doute du côté français, mais voilà. Et ça va participer, je pense aussi, d'un peu de la fièvre qui va se passer le 4 août 1944. Et ce qui va se passer surtout, et c'est là aussi que la notion de culpabilité va arriver, c'est que certains groupes de jeunes de la commune vont arrêter des Allemands qui sont, on va dire, un peu tranquilles et qui attendent la fin de la guerre, notamment dans le manoir de Gourvaux à Saint-Paul-de-Léon, des soldats allemands pas tout jeunes qui ont, je pense, hâte de rentrer dans leur famille en Allemagne après 4 ans d'occupation. Et on va les arrêter, ils n'opposent d'ailleurs aucune résistance. Ils vont être, on va dire, promenés dans la rue avec des moqueries. On leur met des pots de chambre sur la tête, certains les giflent. Ils ont peur, je pense, d'être exécutés, donc ils en font le moins possible pour ne pas risquer d'être fusillés. Et là, ils sont conduits à la mairie, près de la mairie, on les enferme dans la journée. D'ailleurs, c'est assez cocasse parce que certains de leurs geôliers, qui sont tout jeunes, ils ont 18-20 ans, eh bien, on leur apprend à se servir des pistolets. Les Allemands leur apprennent à se servir des pistolets qu'ils ont, donc voilà, bon. Mais ce qui se passe ensuite, comme dans beaucoup de communes libérées, c'est que certains Allemands ont réussi à prévenir Morlaix notamment qu'ils avaient été arrêtés, et un groupe arrive de Morlaix, alors que d'autres étaient arrivés déjà de Plouescat, mais arrive en ville pour évidemment essayer de maintenir l'ordre et de punir la population. Donc ça, c'est pourquoi je m'attarde un peu sur ce point-là. Il y aura 26 morts au 4 août 1944, dont le maire, Alain de Guébriant, le secrétaire de mairie, son fils, des passants.
certains qui avaient été identifiés le matin même, notamment un qui s'appelle Béchu, qui avait un accordéon et qui était celui qui menait la danse, en fin de compte, dans les rues de la ville avec ces Allemands trimballés devant les moqueries de la population. Bref, les Allemands qui arrivent sont particulièrement énervés de ce qui s'est passé. Bien évidemment, les soldats qui ont été arrêtés le matin exagèrent certainement sur ce qui s'est passé pour montrer qu'ils n'ont pas été passifs dans l'arrestation. Bref, tout ça fait en sorte qu'il y ait vraiment des exécutions terribles le 4 août 1944 et que la commune va connaître pendant quelques jours une occupation allemande jusqu'à l'arrivée des Américains qui est assez terrible. En fait, ça aurait pu s'arrêter là, mais ce qui va se passer, c'est que il y a deux choses. Donc, je parlais de la culpabilité pour la dénonciation des résistants, qui les a dénoncés, donc ça c'est particulier. Et il y a également la honte, parmi la population, d'avoir été le matin un peu excité dans la rue, d'avoir peut-être même été désagréable avec ces Allemands qui, pour l'instant, étaient passifs. Bref, tout le monde se dit qu'il a peut-être une responsabilité dans la mort de tous ces Saint-Paulitains le 4 août 1944, des 26 Saint-Paulitains. Donc ça va créer quelque chose d'étonnant. Quand le maire de Saint-Paul est fusillé, la relève est prise par le chef de la défense passive qui s'appelle Augustin Laurent, que j'ai eu la chance de rencontrer jusqu'à son décès en 1996, et qui m'a beaucoup parlé de ce climat particulier, mais pour protéger les Saint-Paulitains et pour faire en sorte d'avancer, eh bien, il a dit dans ses rapports, et les gens se sont mis d'accord d'ailleurs pour que les rapports aillent dans le même sens, que c'était un groupe étranger à la commune qui était venu faire la fête à Saint-Paul-de-Léon et faire des représailles contre les Allemands. Ce pieux mensonge, en fait, permettait à la population de se dédouaner de ce qui s'était passé à Saint-Paul le 4 août 1944 et permettait d'aller de l'avant. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes à Saint-Paul-de-Léon, ce qui est encore une sorte de théocratie, un lieu à part en Bretagne, où la religion a un pouvoir extrêmement fort. Donc la notion de culpabilité, de faute, de pardon, y est très forte. Je pense que les confessionnaux ont entendu des choses assez terribles à cette époque-là, et le clergé ainsi que la municipalité d'après-guerre va faire en sorte de faire des cérémonies sobres, mais très solennelles, pour que tout le monde s'y retrouve et pour que la culpabilité soit levée. Mais elle était très présente. Et ce qui s'est passé également, c'est que cette culpabilité rejaillit également jusqu'en 1962, jusqu'à la découverte des corps des résistants saint-paulitains arrêtés en fin juin 1944. On les retrouve par hasard en faisant des travaux pour construire un collège technique sur le plateau du Bougain, qui va devenir l'actuel IUT de Brest. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, ça va mettre un coup d'arrêt à l'espoir que certaines familles avaient. Mais ça ne va pas faire taire les questions pour autant. Et j'ai un élément, moi, qui m'a beaucoup troublé, c'est que j'étais en lien avec une des filles d'un des résistants fusillés en même temps que mon grand-père, et elle a reçu une lettre anonyme quelques jours avant les obsèques qui se sont déroulées le 6 juin 1962, des obsèques solennelles à Saint-Paul-de-Léon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit que peut-être que le dénonciateur du réseau de son père serait présent pour la cérémonie et parlerait même, s'exprimerait autour de leur tombe en fonction de ces mandats qui lui permettaient de s'exprimer de la sorte. Bon. Et cette femme-là, donc, m'en avait parlé, elle était beaucoup émue de cet incident parce que c'était comme s'il y avait eu un drame familial au sein de la famille de la résistance. Et cette dénonciation supposée, mais qui a des éléments qui peuvent être quand même très très perturbants de véracité. En tout cas, ces éléments-là ont conduit aussi à se dire, bon, on n'avait pas identifié clairement qui était la personne qui avait dénoncé, mais on avait des soupçons, et ça a pu créer d'énormes problèmes après, par la suite, de comment évacuer sa peine et comment faire en sorte de vivre après. Parce que c'était important de comprendre le vivre après-guerre. Et Saint-Paul-de-Léon a été
assez particulier. Quand vous allez sur le monument aux morts de la place de l'été 1944, donc qui est juste derrière la cathédrale actuellement, ce qui surprend au premier abord, c'est que le nom des victimes est dans le désordre. Il n'y a pas d'ordre alphabétique dans lequel se retrouveraient toutes les victimes qui ne seraient pas différenciées par rapport à des origines quelconques. Et j'en étais ému auprès de Madame de Guébriant, la veuve d'Alain de Guébriant, maire de Saint-Paul-de-Léon, et elle m'avait dit qu'en fait, ça avait été presque impossible d'écrire les noms sur le monument, parce que les gens avaient fait des espèces de hiérarchies entre les morts. Entre ceux qui étaient morts victimes de leur devoir, comme le maire, le secrétaire de mairie, ou un interprète, s'appelait Fichotte, qui avait accepté d'être auprès du maire avec les risques qu'il encourait. Ceux qui avaient été raflés d'une manière, j'allais dire, aléatoire, parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et ceux qui étaient victimes, un peu comme le maire, mais en l'ayant, j'allais dire, cherché quelque part, en étant résistant, donc en ayant fait une action politique contre l'occupant, avec les risques que cela comportait. Bref, il y avait cette hiérarchie très étonnante qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas une unité parmi les victimes de l'été 44. Et pourquoi je dis ça, c'est pas du tout pour créer une polémique, mais c'est pour comprendre beaucoup de choses. En fait, tous les ans, comme je disais, cette population se réunissait place de l'été 44, à l'époque place du Petit Cloître, où le maire d'ailleurs avait été fusillé. Et ça donnait lieu à une cérémonie, après une messe impressionnante à la cathédrale, à une cérémonie civile à laquelle tous les Saint-Politains participaient, ou du moins toutes les familles saint-politaines étaient représentées. Et c'était des moments assez étonnants, mais on parlait beaucoup du 4 août 1944 et de la figure tutélaire du maire de Saint-Paul qui, quelque part, avait offert sa vie pour sa commune. Et en 1994, nous avons fait la célébration du cinquantenaire de la libération de Saint-Paul-de-Léon, et on avait créé une association avec l'ancien maire de la commune, qui était l'une des victimes également de l'été 1944, et l'un des protagonistes, dont le frère avait été tué par les Allemands, et qui avait sauvé son frère jumeau de l'exécution. Et on l'avait appelé Association Été 1944, alors que certains ont voulu qu'on l'appelle l'association 4 août 1944. Et pourquoi Été 44 ? Parce que pour moi, il fallait associer toutes les victimes. À la fois les résistants, dont faisait partie le réseau de mon grand-père, mais également, évidemment, les victimes civiles de Saint-Paul-de-Léon, où sur les lieux mêmes où les événements s'étaient déroulés. Et ça n'a pas été facile. On arrive maintenant, et le titre d'ailleurs de ce colloque, c'est l'été 1944 en Bretagne, à Saint-Paul-de-Léon, c'était pas évident. C'était le 4 août, et il a fallu presque se battre pour que ce terme-là puisse être imposé, et montrer une certaine unité par rapport aux événements. Ce qui s'est passé aussi dans mes recherches, pour moi ça a été important, c'était une fois que mon affect avait été, dépassé par la recherche historique. Je voulais d'ailleurs me former à l'histoire au sein de l'Université de Bretagne occidentale, parce que je voulais maîtriser les codes pour écrire, pas me tromper, avoir aussi une certaine reconnaissance pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet, pas uniquement en tant que petit-fils de victime, avec tout le côté affectif qu'il pouvait y avoir. Je voulais y avoir un côté raisonné, et peut-être que j'ai poussé à l'extrême ce côté raisonné pour pouvoir me dédouaner de reproches qu'on pourrait me faire. Je voulais vraiment tout dire, parler, regarder à la limite sereinement ces faits pour pouvoir les interroger et comprendre véritablement ce qui s'était passé, même au risque que ça aurait pu me déplaire en tant que petit-fils de victime. Et en échangeant avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer durant mes recherches, je me suis aperçu que la plupart avaient vécu un véritable drame personnel. Mon père, sa vie a complètement été chamboulée après l'arrestation de son père, il avait 9 ans et demi, mais d'autres membres de famille avec qui je n'avais pas échangé se sont autorisés à me parler de ça, et j'ai découvert des dizaines de témoignages de souffrances terribles, et de manière assez surprenante, de culpabilité. Comme si ce qui s'était passé était un peu de notre faute. Quand je dis de notre faute, c'était la résistance elle-même qui aurait peut-être été trop bavarde, trop imprudente, la population saint-politaine qui aurait été très imprudente au matin du 4 août, évidemment ce qui ne justifiait pas les exactions terribles qu'il y a eu par la suite, mais ça a été trimballé
pendant des années, et je pense même moi que l'aspect très catholique de la ville de Saint-Paul-de-Léon n'a fait qu'augmenter les choses, et surtout avec l'impossibilité peut-être de dire vraiment ce qui s'était passé. J'ai une anecdote pour conclure qui m'avait beaucoup marqué. Moi, c'était dans mes échanges avec des témoins de l'époque. C'était une dame qui avait une dizaine d'années à la Libération et elle se promenait dans la grande rue de Saint-Paul-de-Léon avec une amie et elle s'est mise à rire comme on peut le faire quand on a une dizaine d'années. Et là, il y a une dame âgée qui a traversé la grande rue, qui est venue les voir. Elle ne la connaissait pas et elles étaient surprises de la voir arriver. Cette dame-là n'a rien dit et l'a giflé parce qu'elle avait ri. Et en fait, elle lui a dit simplement « on ne rit pas à Saint-Paul-de-Léon ». Elle voulait dire qu'on ne rit plus à Saint-Paul-de-Léon. Et donc voilà, encore une fois, on gardait ces problèmes-là pour soi. Et je pense que en 1992, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai publié un article dans la presse pour dire que je voulais faire des recherches là-dessus. J'ai eu une journée, un défilé, 5, 6 personnes, 7 personnes, je ne sais plus, qui sont venues me voir pour me dire de ne surtout pas le faire. Pas faire ces recherches, pas faire de livres, de laisser ça derrière nous, qu'on avait eu déjà beaucoup souffert avec cette histoire, que j'allais remuer du sang, que c'était pas une bonne chose. Et ces mêmes personnes qui me mettaient en garde et qui, quelque part, me disaient de ne pas intervenir et de ne pas faire de recherche là-dessus, ont été les premières à me dire qu'elles avaient été très satisfaites que ce travail ait été fait par la suite. En fin de compte, elles ne voulaient pas m'empêcher de le faire, elles voulaient simplement me prévenir, me mettre en garde que ça allait être très, très, très compliqué. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. J'ai conscience que c'est très court. Je pense que ce sentiment de culpabilité a été présent évidemment dans d'autres communes. C'était pas un sujet sur lequel on s'étendait. On souffrait en silence. Je me rappelle de cette phrase de la mère de Madame Chirac, Madame Chaudron de Courcelles, qui lui disait « Vous pleurerez demain ». C'était un petit peu ça, je pense, le leitmotiv à l'époque. Il fallait avancer. On s'est mis à fond dans le travail, je pense, dans le Léon également, pour oublier, pour dépasser, avec simplement un jour de commémoration annuelle, et après, quelque part, plus rien. Et surtout, pas d'impudeur de s'exprimer sur le sujet en public. Ça faisait partie des choses que l'on gardait, que les gens ont traîné. Quand on pense actuellement, quand il y a un événement qui se passe, comment on met avec diligence des services de soutien psychologique pour l'aide aux victimes, on comprend à quel point cela a été utile dans la ville de Saint-Paul-de-Léon, entre autres, et dans les autres communes qui ont souffert. Et on mesure à quel point le fardeau qu'a pu être cette expérience terrible de la part des membres des familles et des voisins, des Saint-Paulitains en général, par rapport à ce qui s'est passé. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur donc le côté de culpabilité permanente et de l'intérêt, 80 ans après, d'en parler et puis de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont souffert en raison de ce qui s'est passé dans leur commune. Voilà, je vous dis au revoir et je vous souhaite une très bonne suite de colloques à tous. Au revoir.